Un beau jour, j'ai assisté au procès d'un vieux braqueur, Lionel Cardon. Pierre, un très bon ami à lui rencontré en détention, et qui s'était rangé des voitures pour de bon, était venu à son procès pour témoigner de leurs nombreuses vies. De la vie carcérale et de l'autre, celle du dehors. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 2. Quelque temps après, en descendant à la machine à café du palais de justice, je vois un homme me saluer. C'est Pierre. Pierre et moi, nous discutons ensemble de la prison. Pierre me cite ainsi le nom de ses anciens copains co-détenus. Tous braqueurs. Parmi eux, il y en a un qui retient mon attention. André Heitz. Je connais ce nom. En 2015, un homme d'affaires toulousain a été kidnappé et séquestré durant 7 semaines en Espagne par d'anciens braqueurs récidivistes qui lui ont extorqué plus d'1 million d'euros. Ils ont été retrouvés, puis arrêtés et incarcérés. Parmi eux, André Heitz. Alors je raconte ça à Pierre. Je lui explique qu'André Heitz et les autres braqueurs ont fini par relâcher l'homme d'affaires et que celui-ci, en rentrant chez lui, n'a d'abord rien dit à personne. Est-ce que ce n'était pas fou qu'il n'ait rien dit ? Pierre me répond. Ah, il avait le trac. Je me souviens que ça aussi, ça m'avait marqué. Ce mot, le trac. Cette façon de parler des vieux braqueurs. Pierre est désolé d'apprendre ça, que son copain André Heitz a replongé. Parce que c'est un gars super, dit-il. Un gars bien. Mais que retrouver la liberté, parfois, ce n'est pas aussi simple que l'on le croit. Des mois et des mois après, je suis chez ma coiffeuse. Je lui parle des affaires que je suis et elle me parle de ses clientes. L'une d'entre elles est avocate pénaliste. Et bientôt, elle sera à Bordeaux pour un gros procès. Pour l'histoire d'un riche Toulousain enlevé par 4 braqueurs dans le sud de l'Espagne. Le procès d'André Heitz. C'est comme ça que j'ai pu assister à mon second procès de braquage. Grâce à mes cheveux blancs. Quand André Heitz entre dans le box des accusés, je n'en pense rien. Il présente bien, habillé correctement, avec un polo à manches courtes, parce qu'il fait très chaud, et dans les geôles, ça doit être une fournaise. Ses bras sont parsemés de tatouages. Le président veut qu'il raconte sa vie, mais André Heitz n'a rien à dire. En fait, c'est qu'il ne sait pas comment le dire. C'est plus facile quand on pose des questions. André Heitz vient d'une famille de 8 enfants. Cela ne se passait pas très bien. Il a été placé, jeune. Il ne savait ni lire ni écrire. Il ne parlait qu'alsacien. C'est en prison qu'il a appris le français. Maintenant, il sait un peu lire, même s'il, je cite, ne comprend pas toujours ce qu'il lit. Et il sait écrire, même s'il, je cite toujours, écrit très très phonétiquement. André Heitz a des airs de dur à cuire, mais il est différent des autres accusés. Contrairement au chef de l'opération, Alain Rinspeau, qui face à la cour s'embourbe dans des explications alambiquées et serait clairement prêt à jeter ses compagnons d'infortune sous le train pour se défendre, André Heitz reconnaît les faits qu'on lui impute. Il dit, avec un fort accent alsacien, « Je suis sorti, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un centre de tri. Ça me plaisait bien comme boulot. Mais on a mis fin à mon contrat. Et qui allait embaucher un gars comme moi, qui a passé des années en prison et qui ne sait même pas lire ni écrire ? J'avais besoin d'argent. » Il y a une forme d'authenticité chez André Heitz qui fait qu'on peut lui reprocher un sacré paquet de choses, mais pas de faire preuve de machiavélisme. En 2 semaines d'audience, on a le temps d'entrer dans les détails. On apprend d'autres choses sur André Heitz. Qu'en détention, par exemple, il s'occupe de la salle de sport. Quand il est arrivé, la salle de sport était un squat où tout le monde fumait des clopes et des joints. Heitz a fait en sorte que ça redevienne une vraie salle de sport pour que les autres détenus puissent se défouler et avec lui, interdiction d'y fumer. C'est une question de respect, il précise. On apprend que quand il est sorti, la dernière fois, il a emménagé dans un appartement. Sa voisine était une petite mémé. Toutes les semaines, il lui portait ses courses.
Au centre de tri où il travaillait grâce au plan de réinsertion, Andréetz avait une collègue, une femme de 30 ans. Il allait la chercher le matin et la ramenait le soir en voiture. Parfois, pour le remercier, elle l'invitait à prendre le café chez elle, avec son mari et leurs 2 enfants. Andréetz voyait bien que c'était difficile. Alors il lui laissait 100 € sur la table de la cuisine. Peut-être, bien sûr, parce que les difficultés de sa collègue faisaient écho à sa propre histoire. La seconde semaine du procès, il n'y avait plus que moi sur les bancs de la presse. Le Monde, la Dépêche et l'AFP étaient rentrés chez eux. Les journées étaient de plus en plus longues. Et puis un soir, l'audience est suspendue jusqu'au lendemain matin. Donc je me lève et je commence à ranger mes affaires. Les accusés se lèvent aussi pour partir. À ce moment-là, Andréetz me regarde et il me sourit. Un sourire qui veut dire « Bonne soirée, à demain ». Soudain, j'ai repensé à Pierre, à ce qu'il m'avait dit devant la machine à café du palais de justice. Que parfois la liberté, c'est pas aussi simple que l'on ne croit. Alors j'ai rendu son sourire à André. Un sourire comme si, l'espace d'un instant, on était tous les deux en liberté. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'application gratuite pour mobile. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Tous les épisodes sont disponibles à l'écoute ou en téléchargement.